Notre premier café littéraire. Alors, une brève présentation de notre structure associative, l'Initiative citoyenne musulmane. Donc, c'est une structure qui maintenant a un peu plus de 5 ans, qui porte des actions citoyennes et culturelles. Donc, le choix du thème aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous en douter par les temps qui courent. Donc en fait le sujet il est choisi à dessein, je dirais à point nommé. Olivier nous fait l'honneur et bravo à lui parce que venir un samedi matin au week-end et lui qui vient de la région parisienne, je pense qu'il a été très matinal depuis 5h du matin à minima. Merci à lui. Je vais pas tarder donc à céder la parole à Bilal qui va présenter et animer ce café littéraire. Il y a un exposé qui sera à peu près de 3/4 d'heure, 1 heure, puis place au débat. Et vous avez la possibilité donc en fait de vous procurer le livre donc d'Olivier qu'il pourra dédicacer donc à la fin de ce café littéraire. Je vous dis merci et sans tarder, je cède la parole à Bilal. Donc bonjour à tous, merci d'être venus en ce samedi où il fait très très chaud, hein, tu comprends, et merci pour cet effort. Bienvenue à ce Café Culture qui a été organisé par l'ECM et par la Seine. On le remercie. Avoir Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison avec nous, c'est vraiment un réel honneur. Hein. Donc Monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est un politologue, historien, et maître de conférence à l'Université d'Évreux-Val-d'Essonne. Il est spécialiste reconnu de l'histoire coloniale française et de la citoyenneté et des mécanismes de la domination raciale. Et bien évidemment, il est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages de référence, dont Colonisé, exterminé, paru en 2005, La République impériale, paru en 2009, ou encore Ennemi mortel, paru en 2019. Aujourd'hui, on va faire un petit exposé sur son livre « Racisme d'État, État raciste », une brève histoire, paru en 2024. Dans ses travaux, souvent, M. Olivier Lecourt-Grandmaison, il s'attache à déconstruire des logiques juridiques et politiques et symboliques qui sont fondées et qui prolongent encore aujourd'hui donc de formes de racisme systémique, souvent dissimulées derrière l'universitaire républicain. Je cède la parole donc à M. Olivier Lecourt-Grandmaison pour nous parler de son livre. Merci beaucoup pour l'invitation dans un contexte, je ne parle même pas de la situation internationale, même si elle a des conséquences sur la situation nationale évidemment, dans un contexte qui me semble d'une part particulièrement grave et qui, je crois, hélas, s'aggrave pour des raisons sur lesquelles j'y reviendrai. Alors, je vais évidemment traiter de ce pourquoi j'ai été invité et du sujet du livre. Mais je voudrais tout d'abord commencer par quelques remarques. Ça a à voir d'ailleurs avec des formes singulières de racisme d'État. Évidemment, quelques remarques sur la question de la catégorie d'islamophobie. Dans la mesure où s'est imposé ce qui est un mensonge par omission, dont l'autrice n'est autre que Caroline Fourest, qui a réussi à faire croire que le terme islamophobie avait été forgé par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de la révolution iranienne et du retour à Téhéran de l'imam Khomeini en 1979. Et que le terme islamophobie aurait donc été inventé par cela pour contribuer à interdire toute critique de l'islam. Je dis mensonge par omission, parce que Caroline Fourest, en mauvaise écrivaine qu'elle est, et piètre chercheuse qu'elle est plus encore, s'autorise ce qui ne serait pas autorisé à une étudiante ou un étudiant de M1, dans la mesure où si on lui demandait de travailler sur ce sujet, on lui demanderait évidemment à minima, c'est vraiment à minima, et ça fait partie des conditions déontologiques de la recherche, de se livrer à une recherche bibliographique exhaustive. Or, cette recherche bibliographique exhaustive, elle est en fait aujourd'hui très facile à mener, notamment pour donner des détails, si j'ose dire, techniques,
puisque la Bibliothèque nationale de France, qui n'est pas exactement une bibliothèque inconnue, dispose d'un catalogue, qui est un catalogue en ligne, accessible à toute personne qui dispose d'un ordinateur et d'un smartphone, sans même être inscrit à la Bibliothèque nationale de France. Et il se trouve que quand on consulte ce site, qui s'appelle Gallica, on peut prendre connaissance d'un article rédigé dans les années 1910 par un ancien gouverneur général de l'Afrique occidentale française, dont on aura du mal à nous faire croire aujourd'hui qu'il est un islamo-gauchiste ou un partisan du wokisme, et qui, dans cet article, s'élève, je cite, et la lettre et l'esprit s'élèvent contre la politique islamophobe de la France menée en Afrique occidentale française. Pourquoi s'élève-t-il contre cette politique? Non pas parce qu'il est un chaud partisan de l'indépendance des colonies, parce qu'il ne l'est pas du tout, c'est même exactement l'inverse. S'il appelle à une réforme de la politique coloniale, en particulier en Afrique occidentale française, ce n'est pas pour détruire l'Empire, c'est au contraire pour le sauvegarder. Parce qu'il estime qu'en persévérant dans cette voie, les autorités coloniales et les autorités métropolitaines risquent fort de s'engager dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, où en traitant les musulmans et les populations musulmanes et islamisées depuis longtemps comme des ennemis, en les discriminant, en les stigmatisant, en les soumettant à des dispositions discriminatoires, risquent effectivement de transformer ces populations musulmanes en ennemis des pouvoirs coloniaux. Autrement dit, contribuer par là même à déstabiliser de façon significative l'ordre colonial que les mêmes prétendent défendre. Et donc, lorsque celui-ci appelle et condamne la politique menée par la France, il le fait au nom de la défense de l'Empire, et il utilise le terme d'islamophobie en précisant que le terme d'islamophobie à l'époque est un terme couramment employé, d'une part par les spécialistes des colonies, et d'autre part couramment employé par les spécialistes de l'islam. Dinet, peintre orientaliste français, un peu oublié aujourd'hui mais très connu à l'époque, converti à l'islam, qui distingue lui aussi, utilise le terme d'islamophobie et distingue ce qu'il appelle une islamophobie savante et une islamophobie cléricale. Lorsqu'il emploie le terme d'islamophobie savante, il le fait, c'est implicite dans le contexte de l'époque, mais c'est tout à fait clair pour ses contemporains, en pensant très fortement, notamment aux travaux de celui dont on peut considérer qu'il est, au fond, le père fondateur de l'islamophobie savante et élitaire en France, à savoir Ernest Renan. Très connu pour avoir posé les fondements d'une conception républicaine de la nation, très connu pour être l'un des pères fondateurs de la Troisième République, mais qui, faut-il le rappeler, professeur au Collège de France. Donc une institution, l'institution la plus prestigieuse sur le plan académique et universitaire, enfin académique de France, qui pose, je l'ai analysé dans un ouvrage antérieur, ce qu'on pourrait appeler au fond les fondements de l'islamophobie savante, pour aller à l'essentiel, tendant à faire croire que l'islam serait par essence une religion de guerre, tendant à faire croire que l'islam serait par essence une religion hostile au libre usage de la pensée, et ce faisant serait par essence une religion hostile au libre développement des sciences et des techniques. Versus, c'est implicite mais parfois explicite, la civilisation chrétienne supposément avoir été, depuis que le Christ est supposé être mort pour nous, avoir été le lieu d'élection par excellence du libre exercice de la raison, du libre exercice des sciences et du libre exercice de la philosophie. C'est une reconstruction complètement mythologique, au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est un récit des origines, complètement mythologique et faux, bien sûr, mais qui va avoir une influence extrêmement grande sur, je veux dire, les thèses de Renan, sur l'ensemble des sciences humaines à l'époque, sociologie, en particulier la sociologie coloniale, le droit, en particulier le droit colonial, la psychologie ethnique, la géographie, l'histoire, et on trouve, alors sous une forme évidemment adaptée au public visé, dans un certain nombre de manuels de la Troisième République destinés au public des écoles primaires, et ultérieurement,
disons, les mêmes idées, mais présentées sous des formes plus pédagogiques, de façon à faire en sorte que cette islamophobie savante et élitaire devienne une islamophobie populaire, parce qu'à l'époque, elle n'est pas pensée comme l'expression véritablement d'opinion ou de préjugés, mais parce que Ernest Renan en est à l'origine, cette islamophobie savante est pensée comme l'expression de la science, ce qui permet de comprendre son extraordinaire diffusion, non pas seulement dans les sciences humaines, mais également auprès des élites politiques et administratives de la Troisième République, qui globalement vont reprendre ces thèses, et reprenant ces thèses vont évidemment justifier l'ensemble des politiques publiques et des dispositions discriminatoires prises, alors en général à l'encontre des indigènes et plus spécifiquement à l'encontre des indigènes musulmans et notamment en Algérie. On pourra éventuellement y revenir dans le cadre du débat. Relativement à racisme de l'État, État raciste, ce livre est né d'une sorte d'agacement grandissant face à ce qui est devenu une forme de doxa fort bien partagée des extrêmes droites d'une certaine gauche, selon lequel les catégories de racisé, racisation, racisme d'État, État raciste seraient des catégories et des concepts d'abord et avant tout forgés aux États-Unis, d'une part, et forgés aux États-Unis, dans certains cas, par des militants afro-états-uniens d'extrême gauche. Thèse abondamment diffusée, notamment par Jean-Michel Blanquer, qui, en bon démagogue qu'il fut, et qu'il est encore d'ailleurs, après l'assassinat dans les conditions que vous le savez de Samuel Paty, avait désigné, et c'est sans précédent sous cette forme-là, non pas quelques universitaires, mais l'institution du CNRS et l'université française comme institution, comme étant supposément les temples de la pensée décoloniale et de l'islamo-gauchisme. La rhétorique employée par celui-là, et aujourd'hui beaucoup d'autres, est assez facile à analyser. Il s'agit de faire croire que ce type de concept valable éventuellement aux États-Unis, parce que les États-Unis ont effectivement été, jusqu'en 1965, et ma langue n'a pas fourché, bien 1965, un État dont il faut dire qu'il était un État raciste, puisque jusqu'en 1965 ont existé des dispositions légalement établies organisant la ségrégation raciale aux États-Unis dans à peu près tous les domaines, et en rappelant que cette ségrégation raciale s'est d'autant plus généralisée aux États-Unis que la Cour suprême des États-Unis avait validé cette ségrégation raciale. Et on voit bien quel est le tour de passe-passe rhétorique tendant à attribuer l'origine de certains concepts à des militants afro-états-uniens d'extrême gauche. Il s'agit de faire entendre, de faire croire qu'il ne s'agit pas de concepts, mais de slogans idéologiques qui sont par là même, ou qui seraient par là même, sans pertinence pour la France. L'implicite ou l'explicite d'ailleurs, dans certains cas, étant que, en raison de ces supposément très glorieuses traditions héritées des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme citoyen, de la Révolution française, des traditions républicaines, il ne saurait exister en France ni racisme institutionnel, ni racisme systémique, moins encore de racisme d'État, et si racisme il existe, il serait au fond, d'une part, résiduel, et d'autre part, d'abord et avant tout, le fait d'individus. Évidemment pas des institutions républicaines, moins encore de l'école, et surtout pas de l'État. En vérité, tous les concepts que j'ai cités en guise d'introduction sont des concepts qui, globalement, ont été forgés en France, et ils ont été par la suite utilisés ailleurs, mais au fond, c'est sans importance. Enfin, si, c'est important parce que ça prouve qu'ils sont valables. Ils ont été d'abord et avant tout forgés en France. Les catégories de racisé et racisation ont été forgées par une très grande spécialiste du racisme, qui s'appelle Colette Guillaumin, dans un ouvrage qui est un très grand classique des études racistes, qui s'appelle L'idéologie coloniale, qui est publié en 1972. Donc, c'est pas exactement un livre récent,
Et si elle utilise la catégorie de racisé, de racisation, c'est pour aller à l'essentiel faire entendre ceci, que oui, Claude Lévi-Strauss a fait la démonstration dans un ouvrage célèbre, lui aussi, qui s'appelle Race et Histoire, que la catégorie de race n'a strictement aucune pertinence scientifique. Mais ce n'est pas parce qu'une catégorie n'a aucune pertinence scientifique que les préjugés que cette catégorie a légitimés par le passé s'effondrent dès lors que la catégorie est disqualifiée. Et Colette Guillemin et beaucoup d'autres n'ont pas beaucoup de mal, hélas, à constater que, effectivement, la catégorie de race n'a pas de pertinence, certes, mais qu'il y a néanmoins des millions, voire des milliards d'hommes et de femmes qui sont convaincus que les races existent et qui construisent leur rapport aux autres, individuellement et collectivement, sur la base de représentations tendant à imputer à ces autres, en fonction de leur couleur réelle ou supposée, de leur appartenance culturelle, et j'y reviendrai, de leur appartenance réelle ou supposée à une certaine religion, de leur imputer un certain nombre de caractéristiques, et en général, évidemment, des caractéristiques qui inscrivent ces autres dans une hiérarchie, et dans une hiérarchie raciale, dans une hiérarchie civilisationnelle, et aujourd'hui, j'y reviendrai, dans une hiérarchie religieuse. Cela fait, en général et en particulier, ces autres ne sont pas seulement inscrits dans une hiérarchie qui les infériorise, en général, ces autres se voient également imputer des caractéristiques bien sûr négatives et dangereuses. C'est le cas de toutes les conceptions racistes, c'est le cas également de l'antisémitisme, notamment tel qu'il s'est développé en France, mais pas uniquement, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et lorsque Colette Guillemin utilise la catégorie de race et de racisation, c'est pour rendre compte de ceci qu'il s'agit bien de construction sociale, politique, qui font de l'autre, parce qu'il est supposé appartenir à une autre ethnie, une autre race, une autre civilisation, donc un certain nombre de caractéristiques qui déterminent ces relations et qui vont avoir évidemment des conséquences négatives pour ceux qui sont ainsi traités. Les premières de ces conséquences, c'est évidemment des discriminations, alors qui peuvent être soit des discriminations pratiques, si j'ose dire, sociales, soit éventuellement des discriminations inscrites dans la loi, même si la loi ne les vise pas spécifiquement. On y reviendra. Racisme d'État, la catégorie n'a pas d'abord été forgée aux États-Unis, elle est forgée par un philosophe très connu qui utilise cette catégorie dans une institution très connue, puisque le philosophe en question n'est autre que Michel Foucault, et l'institution très connue n'est autre que le Collège de France en 1976, dans un cours que Michel Foucault prononce au Collège de France, qui est un cours bien connu, qui s'appelle « Il faut défendre la société » et qui est un cours très facilement accessible puisqu'il est aujourd'hui publié par une maison d'édition, enfin 2 maisons d'édition, qui, je crois le savoir, ne sont pas exactement des maisons d'édition marginales, puisqu'il s'agit des éditions Gallimard, Le Seuil. Bon, donc c'est pas un ouvrage difficile à trouver, il est réédité depuis sa première publication. Et dans cet ouvrage, Michel Foucault recourt à la catégorie de racisme d'État pour rendre compte des nouvelles pratiques qui sont celles de l'État à la fin du 19e et au début du 20e siècle, lorsque l'État est amené à prendre en charge, et désormais de façon non pas exceptionnelle, mais de façon permanente, ce que Foucault appelle une biopolitique, c'est-à-dire une politique dont la fonction est de prendre en charge la vie au sens le plus biologique du terme, les conséquences de cette affaire étant, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce qu'on appelle l'avènement de l'État dit hygiéniste, c'est-à-dire d'un État dont une des fonctions est, et de façon permanente désormais, d'assurer une sécurité sanitaire optimale aux hommes et aux femmes qui vivent sur son territoire, ce qui suppose d'une part la mise en place d'infrastructures de santé publique, mais suppose d'intervenir non pas seulement dans la santé publique directement par des hôpitaux, mais une réforme très importante des villes et une surveillance toujours plus accrue
de la distribution de l'eau, distribution alimentaire, etc., etc. Michel Foucault signale que dans ce contexte-là, un certain nombre de races, qu'elles soient à l'extérieur du territoire national dans les colonies, ou qu'elles soient parfois à l'intérieur du territoire national, c'est-à-dire en métropole, sont pensées comme des races qui, non seulement sont inférieures, mais font dans certains cas peser des menaces sanitaires significatives sur les populations nationales. Alors, c'est le cas des populations dites indigènes des colonies, qui sont pensées comme affectées, alors c'est le cas des Arabes et des Noirs, qui sont pensées comme étant affectées d'une hypersexualité. Et l'une des conséquences de cette hypersexualité, c'est évidemment la transmission de toute une série de maladies vénériennes qui ont des conséquences individuelles et collectives réputées catastrophiques. Et c'est là aussi, si je puis dire, objectivé par des analyses pensées comme des analyses scientifiques, médicales, puisqu'un médecin spécialiste des maladies dites exotiques, un spécialiste de la médecine coloniale, découvre à la fin du 19e et au début du 20e siècle, je cite le titre de l'ouvrage, publié et perçu à l'époque comme un ouvrage fondateur d'une grande découverte. Le titre de l'ouvrage, c'est « La syphilis arabe ». Et cette syphilis arabe est, estime-t-il, infiniment plus grave que la syphilis dite nationale et française, pour des raisons et des détails dans lesquels je ne rentre pas, mais qui témoignent là aussi donc de l'imputation de caractéristiques évidemment dangereuses à ces Arabes. La conséquence étant que, évidemment, la nécessité de prendre des mesures particulières. Ce ne sont pas simplement parfois des populations extérieures à la métropole, les populations nomades françaises, ou supposées nomades françaises, notamment les gens du voyage et les Roms présents en France, sont eux aussi, en raison de leur nomadisme réel ou imputé, pensés comme faisant peser des menaces particulièrement graves sur le terrain sanitaire. D'une part, parce qu'ils sont supposés particulièrement porteurs de la maladie des pauvres, qui est à l'époque effectivement une catastrophe sanitaire, d'autant plus importante on sait comment elle se transmet, mais on ne dispose pas des moyens médicaux permettant de la soigner, c'est la tuberculose, et de même pour les maladies vénériennes. Donc, l'émergence d'un racisme d'État. En précisant, là aussi, à l'encontre de Blanquer & Co., que Michel Foucault ne confond absolument pas l'existence d'un racisme d'État, compatible avec des institutions démocratiques, avec un État raciste. Et dans son cours, il précise cette distinction en prenant comme exemple l'Allemagne nazie après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, et il considère très justement, là ces analyses ne sont pas particulièrement originales, que l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la radicalisation criminelle du régime débouche effectivement sur l'avènement d'un État raciste et l'avènement d'un État qui, évidemment, n'est pas seulement un État raciste, n'est pas seulement un État qui fait de la lutte contre le communisme et le socialisme, ou ce qui est tenu pour un élément absolument fondamental de son organisation, de sa structuration et des objectifs qui sont les siens, mais un État, évidemment, qui fait des Juifs supposément une menace prétendument existentielle, et qui, au fur et à mesure de sa radicalisation, va y interpréter le judéo-bolchevisme comme faisant poser une menace existentielle, va s'organiser pour détruire cette menace existentielle, qui va passer dans un premier temps, par la guerre menée contre l'Union soviétique, qui est pensée comme une guerre totale de destruction de fond en comble de l'URSS, et dans ce cadre-là, évidemment, déboucher sur la destruction des Juifs d'Europe, c'est-à-dire le génocide. Pierre Bourdieu, plus tard, on va commémorer 2026, prochainement le 30e anniversaire de ces événements, puisque effectivement en août 1996, et c'est une première à la fois politique, ce qui à l'époque s'appelle déjà et se nomme déjà sans-papiers, mal nommés clandestins,
investissent l'église Saint-Bernard à Paris et c'est pour eux à la fois évidemment un acte de revendication destiné à les faire apparaître comme des sujets politiques individuels et collectifs, considérant que certes ils sont sans papier, mais que la situation qui leur est faite est indigne du point de vue de la situation légale, indigne du point de vue des conditions économiques et salariales qui leur sont imposées, et indigne du point de vue de la répression à laquelle ils sont exposés. Et ils investissent l'église Saint-Bernard, ce qui est un acte extrêmement courageux à l'époque, et la réaction du pouvoir va être très brutale, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui n'est autre que Jean-Louis Debré, va faire effectivement intervenir très rapidement les forces de l'ordre et les forces de gendarmerie, qui vont investir l'église en cassant et en détruisant les portes, alors même que supposément c'est évidemment un lieu de culte, ça va de soi, puisqu'il s'agit d'une église, mais supposément un lieu de culte qui devrait être exempt de toute intervention policière. Et Pierre Bourdieu, alors précision, un certain nombre de sans-papiers vont être arrêtés, un certain nombre de sans-papiers vont être internés, un certain nombre de sans-papiers vont être internés dans un centre de rétention administratif à Vincennes à des fins d'expulsion. Petite parenthèse, c'est le même centre de rétention administratif qui a servi à la rétention administrative des manifestants algériens du 17 octobre 1961 qui ont été placés dans ce centre de rétention administrative avant leur expulsion, pour reprendre l'expression employée à l'époque, dans leur droit d'origine, c'est-à-dire dans le département français d'Algérie. Donc il y a à la fois une continuité des dispositions juridiques, même si elles ont évolué, et en tout cas une continuité certaine des centres de rétention administrative, puisque le centre de rétention administratif date évidemment depuis très longtemps. À la suite de l'intervention des forces de l'ordre à l'église Saint-Bernard, Pierre Bourdieu publie un article dans lequel il estime que s'il est évidemment nécessaire de dénoncer la répression, c'est nécessaire mais insuffisant, et de ce point de vue-là, il est très critique, notamment des positions d'une partie des gauches politiques de l'époque, et notamment du Parti socialiste, parce qu'il estime que s'il est évidemment nécessaire de condamner la répression, c'est insuffisant parce que cela ne nous dit rien sur de quoi cette répression est l'expression politique. Parce que toute répression est l'expression d'une orientation politique. Et Pierre Bourdieu estime que ce qui s'est passé à l'église Saint-Bernard relève, c'est la caractérisation qu'il en donne, d'une xénophobie d'État qui s'est mise en place antérieurement et qui fait des étrangers, estime-t-il en général, des menaces pour l'ordre public, pour la sécurité des biens et des personnes. Ces analyses étant faites et l'étranger étant construit comme un problème, justifient évidemment l'adoption de dispositions toujours plus répressives à l'endroit des étrangers et notamment évidemment à l'endroit des étrangers sans papier. Alors sans papier parfois parce que leurs titres de séjour n'ont pas été renouvelés, pas parce qu'ils sont arrivés sur le territoire français de façon illégale, mais parce que dans certains cas leur titre de séjour n'a pas été renouvelé. Et donc là aussi, Pierre Bourdieu estime parfaitement légitime la catégorie de xénophobie d'État. Relativement à la situation contemporaine et plus immédiatement, plus exactement présente, en quoi ces catégories de racisation, racisme d'État, je reviendrai sur celle de xénophobie d'État, sont encore pertinentes pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'Hexagone. Je vais prendre deux exemples, celui des politiques publiques à l'endroit des émigrés et des exilés, des demandeurs d'asile, des réfugiés, ces politiques faisant partie d'un grand mythe national républicain selon lequel la France serait une admirable et permanente et très fidèle terre d'accueil pour celles et ceux qui fuient persécutions diverses. Là aussi, il s'agit d'un grand mythe national républicain qui est donc un récit mythologique des origines, mais dont le rapport au réel est pour le moins distendu. Parce que il est assez facile de montrer que en fait de politique d'accueil, ces politiques d'accueil sont plutôt l'exception que la règle.
l'exception que la règle, puisque on en revient à l'internement administratif. À l'origine, l'internement administratif est une disposition coloniale pensée par ceux qui la défendent et ceux qui l'appliquent comme une disposition d'exception. C'est le cas des juristes de la Troisième République qui savent pertinemment, en bons juristes qu'ils sont, qu'il s'agit bien d'une disposition d'exception. Mais ils ne la condamnent pas parce qu'ils estiment que pour maintenir l'ordre colonial, cette disposition d'exception est absolument indispensable dans les colonies. Cette disposition d'exception va être importée en métropole en novembre 1938 par un homme qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Albert Sarraut, qui a été ancien gouverneur général de l'Indochine, ancien ministre des colonies, plusieurs fois ministre de l'Intérieur et président du Conseil. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un second couteau de la Troisième République, c'est une personnalité extrêmement importante qui par ailleurs est l'auteur d'un livre publié en 1931 qui s'appelle Grandeur et servitude coloniale, publié en 1931 à dessin parce que c'est l'exposition coloniale à Paris, à Vincennes, et livre qu'il faut considérer comme un très grand livre disons, de justification de la conquête impériale française. Cet internement administratif importé en France va être pour la première fois appliqué en 1939 dans un contexte où, bien avant, déjà depuis plusieurs années, la politique publique menée par la Troisième République et par des républicains et par des formations qui parfois se disent progressistes et parfois plutôt à gauche, font de l'étranger, des étrangers en général, des étrangers dits indésirables. L'internement administratif va être pour la première fois appliqué à qui? À des réfugiés républicains espagnols dont le seul tort est d'avoir franchi une frontière internationale pour fuir l'inexorable progression des forces du général Franco. Ceux-là et celles-là ont-ils été accueillis? Sauf à mésurer radicalement du terme accueil, il est difficile de le conclure en ces termes dans la mesure où ceux-là ont été immédiatement placés dans des camps d'internement dans les Pyrénées orientales. Les conditions sanitaires dans ces camps d'internement sont à ce point catastrophiques qu'entre janvier et l'été 1939, 15 000 d'entre eux meurent sur un total de entre 400 et 450 000. Tant et si bien qu'un certain nombre de ces réfugiés républicains espagnols vont, à leurs risques et périls, franchir la frontière dans l'autre sens pour regagner l'État espagnol, et d'autres, profitant de la débâcle et de l'effondrement de la Troisième République, continuer leur périple en direction de l'Amérique latine. Est-il besoin de préciser qu'en matière de terre d'accueil, la France commençait pour le moins singulièrement. Elle a poursuivi, évidemment, sous le régime de Vichy, sous la 4e République, sous la 5e, et j'y reviendrai. Alors, il y a 4 exceptions à cette affaire. La première de ces exceptions, 1973, coup d'État au Chili. Effectivement, l'ambassadeur de France à Santiago accueille dans la résidence de l'ambassade plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de réfugiés chiliens. L'ambassade de France à Santiago se transforme très vite en un véritable camp d'accueil, là pour le coup, et les autorités françaises de l'époque vont effectivement prendre toute une série de dispositions pour accueillir, d'une part, exfiltrer au maximum les réfugiés chiliens qui se trouvent dans l'ambassade, et d'autre part, effectivement, accueillir en France ces réfugiés chiliens qui vont bénéficier d'une protection internationale, du droit au séjour, du droit au travail. 3 ans plus tard, hélas, sinistrement, mêmes événements de l'autre côté de la cordillère des Andes à Buenos Aires cette fois, prise du pouvoir par le général Pinochet, entre 35 et 40 000 morts et disparus en Argentine. Même topo, un certain nombre de réfugiés argentins vont venir en France, ils vont bénéficier d'une protection internationale, droit au séjour, droit au travail. 1979 éclate dans le sud-est asiatique à la suite de catastrophes politico-génocidaires sur lesquelles je ne reviens pas, une catastrophe qui est une catastrophe à la fois politique et humanitaire qui débouche sur ce qu'on appelle les boat people, dire des centaines de milliers
de réfugiés du sud-est asiatique qui fuient leur pays d'origine, et en France, des intellectuels qui d'habitude se regardaient plutôt en chien de faïence, décident, au regard de la catastrophe, d'interpeller les autorités publiques françaises en exigeant qu'une partie de ces réfugiés soit effectivement accueillie. Ces intellectuels sont entre autres Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Glucksmann père, qui adressent effectivement aux autorités cette requête. Et là aussi, et là encore, ces réfugiés du sud-est asiatique, vietnamiens et cambodgiens, vont être accueillis en France dans d'excellentes conditions. Droit au séjour, droit au travail, soutien pour l'apprentissage du français, scolarisation des enfants, insertion professionnelle, etc., etc. Quatrième exception, plus récente celle-là, l'accueil des réfugiés ukrainiens qui ont bénéficié d'une procédure dérogatoire de l'asile. La procédure normale de l'asile en France est la suivante. Il faut d'abord que le demandeur d'asile fasse sa demande auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides. Il est auditionné par un officier de protection. Cet officier de protection a la possibilité de donner une réponse positive ou négative. Si la réponse est positive, le requérant, comme on dit, peut faire appel de la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. L'ensemble de la procédure prend entre 2 ans et demi, 3 ans et 3 ans et demi. Elle est longue, elle est très coûteuse sur le plan personnel et elle est coûteuse sur le plan financier. Et le résultat n'est jamais garanti. Les réfugiés ukrainiens ont bénéficié donc d'une procédure dérogatoire qui s'appelle la protection temporaire, qui est liée à une disposition arrêtée par l'Union européenne en 2001, puisqu'il faut et il suffit, là pour les réfugiés ukrainiens, que ces réfugiés ukrainiens prouvent qu'ils ont la nationalité ukrainienne, ce qui n'est pas très difficile, parce qu'il suffit de produire passeport, carte d'identité, permis de conduire, comment on dit, certificat de naissance, enfin, acte de naissance, etc., etc. Et par ailleurs, que le réfugié, enfin, que l'Ukrainien prouve qu'il a franchi une frontière internationale. S'il est en France, la démonstration est très facile à faire parce qu'il n'a pas franchi une frontière internationale, il en a franchi plusieurs. Si ces deux conditions sont réunies, et elles l'étaient, ces réfugiés ukrainiens, et il ne s'agit pas de s'en plaindre, bien au contraire, il était fort juste qu'il en soit ainsi, bénéficient du droit au séjour, du droit au travail, scolarisation de leurs enfants, aide à l'insertion professionnelle. Et la SNCF, qui pratique les tarifs exorbitants que vous savez, a accordé à cela en particulier la gratuité sur le passage de ces trains. Formidable. Remarquable consensus des extrêmes droites jusqu'à des gauches radicales pour dire « mais oui, bien sûr, il faut accueillir les réfugiés ukrainiens ». Louis Alliot, inutile d'en faire la présentation ici, grand humaniste devant l'éternel et défenseur des droits humains comme chacun sait, a déclaré à Perpignan, parce qu'il est maire de la ville, et il connaît la littérature de ses ennemis, qu'il a modifié un peu, cette phrase admirable, « patriotes de tous les pays, unissons-nous ». Évidemment, la suite de la formule était « il est évident que relativement aux réfugiés ukrainiens, il faut les accueillir et les accueillir dans de bonnes conditions ». Valérie Pécresse, évidemment, y a été de sa déclaration, en considérant, elle aussi, qu'il fallait accueillir ces réfugiés. La même Valérie Pécresse, qui lors des élections présidentielles, les dernières, candidate officielle de l'UMP, ou des Républicains à l'époque, je ne me rappelle pas, parce que ça change tellement de sigles qu'on a un peu de mal, les Républicains, ou les prétendus Républicains. Candidate officielle des Républicains, qui, en matière de réfugiés, mais des réfugiés des Suds cette fois-ci, proposait ni plus ni moins, et elle est candidate à la magistrature suprême, comme disent les journalistes. Donc on peut lui faire crédit de comprendre et d'être capable de prendre la mesure des conséquences des réformes qu'elle propose. Et elle proposait, ni plus ni moins en matière de réforme de l'asile, que les demandeurs d'asile, désormais, si la réforme était adoptée, fassent leur demande d'asile dans leur pays d'origine. On va donc demander à des hommes, parce que la même qui pense, et quelques autres aussi, qui pérorent sur le droit d'asile, en voulant nous faire croire qu'on peut obtenir l'asile, ou qu'ils peuvent obtenir l'asile seulement pour des raisons politiques,
témoigne d'une méconnaissance crasse de la Convention de Genève, parce que quelqu'un ou quelqu'une en France peut obtenir l'asile pour des raisons de persécution politique, pour des raisons de persécution religieuse, de persécution ethnique, pour des raisons de persécution liées à l'orientation sexuelle ou homosexuelle, pour des raisons de genre, et des femmes peuvent effectivement obtenir l'asile parce qu'elles fuient un mariage forcé, parce qu'elles sont menacées d'excision ou parce que leurs filles sont menacées d'excision. Donc, on va demander à toutes celles-là et à ceux-là de faire leur demande d'asile dans leur pays d'origine, auprès des consulats ou des ambassades, lequel ambassade ou consulat va transmettre le dossier à l'OFPRA, lequel dossier va être instruit. Si l'OFPRA donne une réponse négative, on va signifier aux demandeurs d'asile dans le pays d'origine de saisir la CNDA, et donc 3 ans et demi ou 4 ans après, on va signifier à celui ou celle-là la réponse positive. C'est la destruction totale de l'asile et de la Convention de Genève. Le Rassemblement national en rêvait, Valérie Pécresse était prête à le faire. Et dans le même temps, elle considérait qu'évidemment, il fallait accueillir les réfugiés ukrainiens. La démonstration est faite que nous sommes confrontés, je vais finir ma phrase, mais faire une toute petite incise. Les mêmes qui, Retailleau, Darmanin antérieurement, qui, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, mettent au plus haut de l'agenda politique institutionnel l'indispensable, ou supposé indispensable réforme en matière d'asile et migration, en faisant croire que leurs prédécesseurs, parfois de droite, ont été depuis des années négligents et que la France serait, pardon pour les Espagnols, une sorte de vaste auberge espagnole dans lequel les étrangers pourraient rentrer et sortir comme ils veulent. Mais là aussi, on a affaire à un discours qui est un discours totalement mythologique et dont le rapport à la réalité est quasiment nul. La France a légiféré en moyenne depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près tous les 2 ans ou 2 ans et demi en matière d'asile et migration. Je vais faire la parenthèse. Relativement à la politique aujourd'hui menée, et en ce qui concerne les Ukrainiens, il faut caractériser cette politique. Relativement aux demandeurs d'asile européens, et on voit bien pourquoi les extrêmes droites et les droites extrêmes droitisées et radicalisées sont favorables. Parce que ces Ukrainiens sont pensés comme étant de la même civilisation que nous, de la même culture, des mêmes caractéristiques ethno-raciales, éventuellement à peu près de la même religion, et donc, évidemment, ils sont pensés comme des semblables, comme des égaux, qui ne font pas peser sur la République des menaces significatives, sur ses valeurs, sur sa prétendue intégrité, et sur l'ordre public. Nous sommes donc bien là, confrontés à ce qu'il faut bien appeler une xénophilie d'État. Puisque, effectivement, là, spécifiquement à l'endroit de ces étrangers, l'État développe une politique publique où, effectivement, ces étrangers bénéficient d'une procédure exceptionnelle et sont, effectivement, accueillis. Versus quoi? Versus des politiques publiques qui visent spécifiquement les exilés des Suds. Et qui visent spécifiquement les exilés des Suds parce que eux, à la différence des réfugiés européens ou d'origine européenne, sont pensés comme porteurs de caractéristiques négatives qui font peser sur l'ordre public des menaces existentielles. Et donc, là où Bourdieu parlait de xénophobie d'État, je pense que la catégorie n'est pas adéquate à ce qui se passe aujourd'hui et qu'il faut d'un côté distinguer donc, parfois une xénophilie d'État versus un racisme d'État tourné spécifiquement et qui vise spécifiquement les exilés des Suds. En précisant que, hélas, cette politique publique n'est pas seulement la politique publique de la France, c'est la politique publique de à peu près tous les États de l'Union européenne maintenant, et évidemment des plus radicalisés, des plus à droite, mais sinistrement, c'est la politique publique désormais officiellement assumée par l'Union européenne et sa digne et officielle représentante, Ursula von der Leyen. Mais pas seulement en Europe. Rive sud de la Méditerranée, où, il y a peu, Ursula von der Leyen, en tant que représentante officielle de l'Union, et Giorgia Meloni, qu'on ne présente pas, ont effectué un voyage en Tunisie pour rencontrer ce prétendu grand démocrate tunisien qui a adapté à la Tunisie la tête du grand remplacement,
qui développe à l'encontre des migrants subsahariens un véritable racisme d'État. Et donc l'objectif de ce voyage officiel était la chose suivante: soutenir les efforts de ce président et lui accorder un financement européen à millions pour que l'État tunisien contribue au renforcement toujours plus important de ses frontières et joue le garde de policiers pour le compte de l'Union européenne, de façon à faire en sorte que le minimum de migrants d'Afrique subsaharienne puisse, 1, arriver en Tunisie, 2, franchir la Méditerranée.